Christian Chavagneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Alternative économique et nous allons parler aujourd'hui des perspectives économiques pour 2018. Alors on va parler plus précisément tendance structurelle. Il y a eu fin 2007, on a vu les chiffres, un raffermissement de la croissance. Est-ce qu'on est en train de sortir de la stagnation séculaire ? Alors, il faut faire attention, il y a les variations conjoncturelles, au mois le mois, l'année l'année. La stagnation séculaire, c'est plutôt l'idée que sur le moyen long terme, sur les 20-25 prochaines années, dans les grands pays industrialisés, il y a un ralentissement de la croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ralentissement des gains de productivité. La productivité, c'est on travaille mieux, on est plus efficace, on a plus de machines. Et puis, il y a l'efficacité qui tient au mélange des deux, travail et capital, la productivité globale des facteurs. Et celle-là, elle a été divisée par 10 sur les 10 dernières années, aussi bien aux États-Unis, ce que montre Robert Gordon, qu'en Europe, ce que montre Patrick Artus. Et moi, j'ai l'impression que cette tendance générale au ralentissement des gains de productivité va rester forte. Pourquoi ? Deux éléments essentiels. Le premier, c'est que les innovations qu'on a aujourd'hui, on a toujours de l'innovation, mais il y a moins de transformation des innovations vers les gains de productivité globaux. C'est un peu l'effet Harry Potter. Vous savez, dans Harry Potter, il n'y a qu'une seule innovation dans l'économie d'Harry Potter, c'est des balais pour jouer au Quidditch, qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Eh bien aujourd'hui, nos innovations, c'est un peu le ballet d'Harry Potter. On a de quoi jouer plus facilement avec son smartphone, on a de quoi avoir des réservations en ligne plus rapides, mais tout ça ne fait pas de gros gains de productivité. Et puis le deuxième facteur, me semble-t-il, qui est infrastructurel à la croissance, c'est le fait que les entreprises, normalement, elles ont des besoins de financement pour investir, alors que les ménages en face ont des capacités de financement qu'on va prêter aux entreprises. Or aujourd'hui, si vous regardez au niveau mondial, le taux d'épargne des entreprises, il est équivalent à 13-15% du PIB mondial, alors que le taux d'épargne des particuliers, il est équivalent à 7-8% du PIB mondial. Aujourd'hui, les entreprises épargnent plus que les ménages. Pourquoi ? D'un côté, parce qu'elles investissent peu, d'où la stagnation séculaire à moyen et à terme. De l'autre côté, parce que les ménages ont été squeezés au niveau mondial, encore une fois, pas au niveau français. Le partage de la valeur ajoutée s'est trop déplacé au profit des entreprises, mais elles n'en font rien, elles n'investissent pas, d'où ma crainte de stagnation séculaire pour les 20 prochaines années. Donc il y a un partage assez inégalitaire des ressources du coup. On est dans une phase peut-être de montée des inégalités. Comment ça va se passer là concrètement ? Alors c'est vrai qu'on a eu le rapport de Paris School of Economics, dirigé par Thomas Piketty, Lucas Chancel, qui nous a fait le premier bilan mondial des inégalités. Là, on voit que sur la période 1980-2016, les 1% les plus riches du monde, ça ne fait pas beaucoup de monde, eh bien, ils ont réussi à capter 27% de la croissance mondiale, alors que les 50% les plus pauvres ont eu 12% de la croissance mondiale. Donc les plus riches, vraiment les 1%, ont capté plus de 2 fois plus de revenus que les plus pauvres. Et ça pose un vrai problème pour la demande sur le long terme. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien de politique remettant en cause cette évolution vers plus d'inégalités. Ça veut dire que les acteurs publics, qui sont aujourd'hui très endettés, ont de plus en plus de mal à contrer cette montée des inégalités. Alors on pense souvent à la fiscalité progressive. Et en France et aux États-Unis, on a plutôt diminué les impôts sur les riches ces dernières semaines. Et en fait, lorsque le rapport regarde précisément ce qu'on peut appeler le capital public, c'est-à-dire l'ensemble des actifs publics moins les dettes, eh bien on s'aperçoit que dans des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, c'est négatif aujourd'hui. En France, au Japon, en Allemagne, c'est proche de zéro. Et paradoxalement, il n'y a que la Chine qui a réussi à stopper la baisse de son capital public, donc à garder des moyens financiers pour développer les services publics, santé, éducation, qui permettent de lutter contre les inégalités. Pour le reste du monde, ça va être difficile. Et on peut le faire tout de même, résorber ces inégalités dans le reste du monde ? Oui, on peut le faire, parce que ce que montre aussi le rapport, c'est que si les inégalités ont progressé partout dans le monde, elles progressent de manière tout à fait différente. En Europe, on reste la zone qui maîtrise le mieux ces inégalités par rapport aux États-Unis, par rapport au Brésil, à l'Inde, où les inégalités explosent, par rapport au Moyen-Orient, qui serait, d'après le rapport, la zone la plus inégalitaire au monde. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une fiscalité progressive. Ce n'est pas le sens dans lequel on va en France. Il faut des services publics qui se développent, alors qu'en France, on veut diminuer le nombre de fonctionnaires, etc., etc. Il y a des politiques qui permettent de maîtriser. Malheureusement, en France, ni dans le monde, on ne voit pas ces politiques se mettre en place. Alors, dernière question, Christian Chavagneux. Il s'est passé quelque chose fin 2017. Il y a eu ces fameux accords de Bâle III qui ont été finalement signés. Alors, est-ce qu'on est totalement aujourd'hui sorti de la crise ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est bon, le système de régulation financière est en place ? Alors, je ne vais pas traiter de tout le système de régulation financière, c'est un peu vaste. Je vais me contenter de parler des normes spécifiques de Bâle III en ce qui concerne les prises de risque par les banques. Et là, on a eu un accord, effectivement, là, ces derniers jours, qui permet encore une fois de demander aux banques de détenir un peu plus de capital. Pourquoi c'est important ? Parce que les banques, elles ont plusieurs façons de se financer. Elles ont nos dépôts, ce qu'on met lorsque nos salaires sont virés sur les dépôts. Il y a ce qu'elles empruntent et puis il y a leur capital. Or, le capital, c'est le matelas qui permet aux banques
d'éponger les pertes lorsqu'il y a une crise. Et demain, ce qu'on voudrait, c'est d'une part qu'il n'y ait pas de crise, mais s'il y a une crise, que les pouvoirs publics, que nous contribuables, on ne soit pas obligés de payer. Et ça, pour savoir si on est obligé de payer ou pas, il faut savoir quel est le matelas que les banques ont mis de côté. Le Fonds monétaire international, il y a quelques mois, nous a dit, lorsqu'on prend le total du capital des banques pondéré par le niveau des risques, il faut que ce soit compris entre 15 et 23%. Les banques françaises arrivent tout doucement au bas de la fourchette, tout doucement vers le 15. Ça veut dire que si demain il y a une crise, il y a encore besoin de mettre de l'argent public. Donc moi, je pense que les règles de Bâle 3 de maîtrise des risques des banques, elles vont dans le bon sens, mais elles restent insuffisantes. Il faudrait augmenter encore un peu le capital des banques. Et la preuve en est, c'est que les marchés financiers, les investisseurs disent la même chose. Le coût du capital aujourd'hui pour les banques, il se situe autour de 10%, lorsque la rentabilité du capital est autour de 7-8%. Pour l'instant, c'est toujours plus cher pour les banques. Le coût du capital reste plus élevé que la rentabilité du capital. Pourquoi? Ça veut dire que les investisseurs craignent encore ces modèles opaques de risque pris par les banques. Là, il faudrait expliquer un peu les modèles de risque pris par les banques, la façon dont elles ont du mal encore aujourd'hui à bien maîtriser les risques. Voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, le message à faire passer, c'est on va dans le bon sens, mais il faudra que les banques, notamment les banques françaises, aient un peu plus de capital. Eh bien, un grand merci Christian Chavagneux pour cet éclairage sur les perspectives économiques de 2018. Merci à vous.